l'islamophobie est un phénomène extrêmement complexe. On a aujourd'hui un faisceau de mouvements qui, a priori, n'ont rien en commun et qui, sur la question de l'islamophobie, sont en train de devenir des alliés objectifs. Donc c'est un phénomène complexe et donc on va essayer de ne pas simplifier les choses, mais de pouvoir vous expliquer un peu la logique de l'islamophobie. Pour ma présentation, donc voilà le sommaire. On va définir le concept d'islamophobie, présenter alors l'enquête, les chiffres clés de notre enquête qui se trouvent dans notre livre blanc, illustrer ça par des cas concrets, des recommandations et à la fin je présenterai un schéma récapitulatif dont j'espère que vous le trouverez pertinent pour comprendre les enjeux de la situation dans laquelle on est actuellement. Alors, Muslim Rights Belgium, c'est une plateforme associative qui a été créée en 2012, qui regroupe des citoyens de confession musulmane, des associations et une spécificité des unions de mosquées. On pourrait se dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans des mosquées? Mais il n'empêche que les mosquées sont une des cibles de l'islamophobie aujourd'hui et que ce sont des citoyens à part entière et qu'ils vivent ces discriminations ou ces propos haineux comme tout le monde. Et donc Muslim Rights Belgium a voulu créer une plateforme où tous ces acteurs peuvent se réunir et réfléchir ensemble sur la question d'islamophobie. Donc les membres fondateurs sont deux ASBL, une ASBL wallonne et une autre bruxelloise. C'est la tendance en ce moment. Donc musulmans progressistes, que vous connaissez, vous avez déjà entendu, et la Cité du Savoir. Donc l'objet de la plateforme, c'est de lutter contre les discours de haine, les discriminations sur base des convictions religieuses touchant les populations musulmanes. Et donc on estime vraiment qu'on fait un travail d'intérêt général avec un focus sur un critère qui est celui des discriminations religieuses. Et dans ce critère, un focus sur les communautés musulmanes qui sont un des publics cibles et dont nous estimons que la particularité, c'est qu'il est particulièrement fragilisé. Donc pour vous donner une idée, voilà pour le moment les antennes que l'on a en Belgique francophone. Donc Liège, Verviers, Bruxelles, Charleroi, Tournai. Et pour le moment, on souhaiterait étendre notre réseau à Mons, Louvain-la-Neuve, Namur et Arlon. Donc s'il y a des gens qui sont de ces villes, vous pouvez vous signaler. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment avoir un relais dans chacune des grandes villes wallonnes pour avoir un acteur de terrain de première ligne, sachant que voilà, on est contacté quasi tous les jours pour le moment et on n'a pas la capacité, puisqu'on travaille avec des bénévoles, de pouvoir rencontrer directement les personnes dans tout le pays. Donc lutter contre les discriminations, ça j'aime bien le rappeler, c'est quand même la responsabilité première de l'État. C'est l'État qui doit garantir les libertés fondamentales de chacun et chacune et préserver justement ces libertés fondamentales. Ce qui se passe, c'est que dans la réalité, les abus sont là, les dénonciations sont trop peu nombreuses et donc on a eu besoin de créer cette plateforme associative pour jouer le rôle de partenaire de l'État, sachant qu'aujourd'hui la présence des citoyens musulmans en Belgique pose toute une série de questions. Donc la première, c'est sa visibilité. On a clairement des obstacles à la participation des musulmanes et des musulmans à la vie sociale, économique, culturelle, politique, éducative. Il y a une certaine radicalisation, donc on ne va pas passer à côté non plus, qui ne joue pas à la faveur de cette communauté. Et alors, en début de ce siècle, on a vu l'apparition clairement de mouvements anti-islam ou anti-musulmans qui très clairement décidaient de faire de leur opposition à l'islam leur marque de fabrique. Et la Belgique n'échappe pas à ça, on en a aussi quelques-uns en Wallonie. Surtout, ce qui nous a poussé à créer cette plateforme, c'est qu'on a fait le constat d'une islamophobie croissante dans notre société, et elle est croissante sur deux aspects. C'est qu'elle se diffuse. Avant, elle était l'apanage de l'extrême droite ou des mouvements extrêmes. Aujourd'hui, elle se banalise dans la société. Et deuxièmement, c'est qu'on va vers une aggravation des cas. Avant, c'était simplement du discours. Maintenant, on voit un passage à l'acte. Et puis, du passage à l'acte, c'est de l'acte de plus en plus inacceptable. On verra notamment ça dans les exemples. Alors, la vision de notre plateforme. Donc, Muslim Rights Belgium contribue à la promotion des droits fondamentaux en Belgique, notamment ceux relatifs au respect de la conviction religieuse des communautés musulmanes, dans l'optique d'une société plus inclusive et qui fait de sa diversité un atout. Les 4 valeurs de notre plateforme sur lesquelles les membres se sont accordés, c'est le respect de la dignité humaine, bien évidemment, l'éducation citoyenne, parce qu'il ne faut pas croire, mais l'islamophobie, chez une partie de la population, se construit d'abord sur l'ignorance.
le fait de vouloir construire une société inclusive et alors mettre en place des partenariats et des coopérations. Donc pour le moment, Muslim Rights Belgium est membre de la plateforme européenne ENAR, European Network Against Racism, et nous avons bien l'intention, et c'est déjà mis en place, mais on doit encore le formaliser, d'avoir un partenariat privilégié avec le Centre pour l'égalité des chances. Nous avons aussi des contacts avec le MRAX, mais c'est clair, il travaille sur un champ beaucoup plus large que le nôtre. Et notamment, pour ceux qui connaissent le logo, ce sont nos confrères du collectif contre l'islamophobie en France, qui font de l'excellent travail. Ils sont créés déjà depuis plus de 10 ans, avec un rapport annuel, chaque fois qu'ils recensent les faits islamophobes. Et donc, nous avons leur soutien pour le lancement de la plateforme. Alors, définition d'islamophobie. D'abord, le cadre législatif. On s'inscrit dans la lutte contre les discriminations, et donc il faut savoir qu'il y a une hiérarchie des normes. La norme la plus élevée, elle est au niveau international, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis au niveau européen, la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En Belgique, on a la Constitution belge, les résolutions parlementaires. La Fédération Wallonie-Bruxelles, qui englobe les provinces et les communes, peut voter aussi des décrets, des arrêtés, des réglementations locales. Et en dessous de tout cela, on a alors des structures, que ce soit des entreprises ou des ASBL, qui, à ce moment-là, développent des règlements d'ordre intérieur, des règlements de travail, des chartes auxquelles on doit adhérer. Mais n'oubliez jamais qu'un règlement d'ordre intérieur, ça reste nettement moins important en termes de force de loi que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc ça, c'est important aussi à mettre en avant dans certains débats ou dans certains conflits, notamment liés à l'école ou liés au lieu de travail. Au niveau du cadre législatif en Belgique, il y a deux lois qui sont très importantes. La loi du 10 mai 2007, qui tend à lutter contre certaines formes de discrimination, et la loi du 30 juillet 81, qu'on appelle la loi Mgro, et qui tend à réprimer les actes inspirés par le racisme et la xénophobie. On passe alors au champ du racisme. Donc pour le moment, le Centre pour l'égalité des chances reconnaît 18 critères de discrimination. Et donc je pose le cadre pour pouvoir montrer dans la logique dans laquelle on s'inscrit. Un de ces critères, ce sont les convictions religieuses et philosophiques. Et dans ces convictions religieuses et philosophiques, Muslim Rights Belgium travaille alors sur les discriminations dont font l'objet les communautés musulmanes. Alors, on va passer au mot même, alors islamophobie. Donc, vous avez lu ou vous n'avez pas lu dans la presse que certains remettaient en question ce mot-là, en le prenant dans son sens littéral. Donc, islamophobie signifie la peur de l'islam. Et les gens disent, mais c'est une peur légitime. Pour une personne qui ne connaît pas les musulmans, et si on va même plus loin, pour une personne qui ne connaît de l'islam que ce qu'il en voit à la télé, je comprends qu'il puisse avoir peur. Et s'il n'a pas peur, moi je ne comprendrai pas. Ce qui se passe, c'est qu'il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre, sans pour autant s'arrêter à la définition purement étymologique. Une autre critique que l'on a, c'est « Ah, mais l'islamophobie, c'est une sorte de manipulation qui est faite pour faire culpabiliser la société dès qu'elle parle de l'islam. » Donc une certaine forme de chantage, en sortant un peu l'islamophobie comme on sort à Joker. D'autres disent, ben voilà, l'islamophobie c'est un moyen pour empêcher de critiquer la religion musulmane. Donc dès qu'on parle de l'islam, on sort le mot islamophobie et ça s'arrête. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Alors certains disent que l'islamophobie n'est pas un concept pertinent parce que ce n'est pas un racisme, sachant que l'islam n'est pas une race. Et la cinquième critique, et celle-là elle m'a fait un peu sourire, c'est de dire que l'islamophobie est une invention des mollahs iraniens dans les années 70 qui visait en fait à taxer toutes les femmes qui refusaient de porter le foulard ou le tchador. Enfin, ça peut faire sourire, mais j'ai deux citations ici. En France, la première citation de Caroline Fourest, qui nous dit « Le mot islamophobie a une histoire qu'il vaut mieux connaître avant d'utiliser ce mot à la légère. Il a été utilisé en 1979 par les mollahs iraniens qui souhaitaient faire passer les femmes qui refusaient de porter le voile comme de mauvaises musulmanes en les accusant d'être islamophobes. En réalité, loin de désigner un quelconque racisme, le mot islamophobie est clairement pensé pour disqualifier ceux qui résistent aux intégristes, à commencer par les féministes et les musulmans libéraux. » C'est entièrement faux, mais bon, elle l'a écrit et il faut qu'elle l'assume. Une autre personne
forgé par les intégristes iraniens à la fin des années 70 pour contrer les féministes américaines, le terme d'islamophobie, calqué sur celui de xénophobie, a pour but de faire de l'islam un objet intouchable sous peine d'être accusé de racisme. Donc ça, c'est ce qu'on a lu, et on est tombé dans la rhétorique qui est bien connue, c'est qu'un fait n'est pas avéré parce qu'il a été vérifié, mais un fait est avéré parce que tout le monde commence à le répéter. Si tout le monde commence à répéter ça, ben, au final, ça finit par être vrai parce que tout le monde l'a dit. Et fort heureusement, les gens du collectif contre l'islamophobie en France ont fait alors un travail de recherche. Et ils ont dit, mais c'est quand même bizarre que des mollahs iraniens aient inventé un concept qui n'existe même pas en persan. Puisqu'en persan, le mot islamophobie n'existe pas. Et ce qu'on utilise, c'est islam harasi, qui veut dire hostilité à l'islam, ou islam sétis, qui veut dire antagonisme à l'islam. Alors on se dit, bah, peut-être que ça viendrait de l'arabe. Il n'y a pas d'équivalent en arabe à l'islamophobie. Et donc, ada al-islam, hostilité à l'islam, c'est pas en soi islamophobie. Et ruhab al-islam, la phobie de l'islam, c'est une association de mots qui fait que le mot islamophobie en tant que tel n'a pas une origine, ni arabe ni persane. Donc bien évidemment, quand ils ont mis en évidence cela, ben, en France, on a arrêté de l'utiliser, mais on a encore trouvé un sénateur ici en Belgique qui a continué à utiliser cette vieille rhétorique. À mon avis, il a tapé le mot sur Google et il a regardé la première définition qu'il en avait trouvée. C'est vous dire le sérieux de la recherche. Et donc la première utilisation du terme, en fait, a une origine française. Ce sont des ethnologues spécialisés dans les études de l'islam, ouest-africains et sénégalais, notamment la photo là de Maurice Delafosse, qui ont utilisé le mot islamophobie en mettant en place un régime de gouvernance qui n'était pas à la faveur des musulmans, et ils l'ont opposé à islamophilie, qui était un régime de gouvernance qui était à la faveur des musulmans. Donc c'est un mot qui a bien une origine française, et donc pour ceux qui veulent avoir plus d'infos là-dessus, je les invite à aller voir l'article d'Abdelali Hajet et Marwan Mohamed sur islamophobie, une invention française. Donc vous voyez que le mot a été utilisé bien avant les Iraniens et qu'il a en fait une origine dans la colonisation française du Maghreb et de ces régions-là. Donc on va plus loin dans la réflexion et on se dit, mais attendez, dans le champ lexical de l'antiracisme, homophobie, est-ce qu'on définit ça par la peur de l'homosexuel ou la peur de l'humain? Bien évidemment non. Mais aujourd'hui, ce mot est reconnu par tous comme étant un mot qui fait sens et dont le sens est commun. Antisémite, qu'en est-il de l'antisémite quand on sait que les Arabes eux-mêmes sont sémites? Donc on peut très bien à chaque fois repartir sur base de l'étymologie et disqualifier un terme. Et donc c'est pour ça que nous on estime que la définition d'un mot, c'est toujours l'objet d'un consensus social. C'est parce que communément on se met d'accord sur la définition d'un mot qu'au final la définition finit par être celle qui fait consensus. Pourquoi est-ce que le mot islamophobie aujourd'hui est utilisé? Je pense, c'est personnel, qu'il y a une influence notamment du discours de recherche en anglais, donc islamophobia, notamment le premier rapport de Runnymede Trust sur l'islamophobie, et qu'aujourd'hui dans les sphères politiques, il a été utilisé dans la note de gouvernement fédéral par la ministre de l'Égalité des chances, au niveau académique, au niveau des organisations non gouvernementales, au niveau médiatique. Donc il y a peut-être ceux qui veulent encore utiliser le terme discrimination anti-musulmane, mais islamophobie aujourd'hui a le crédit de son utilisation par la force des choses. Il y a peut-être 20 ans on aurait pu en discuter, mais aujourd'hui le mot est là, et même s'il revêt parfois des définitions assez floues sur certains cas, on pourra en rediscuter dans le débat, en tout cas il est là, et pour nous il a tout à fait sa pertinence. Donc nous, Muslim Rights Belgium, on a fait un recensement de toutes les définitions qu'on a pu trouver sur l'islamophobie. Vous les trouverez dans le livre blanc. Et donc voilà la définition qu'on donne à l'islamophobie. C'est l'ensemble des discriminations. Et on a voulu commencer par ce terme-là. Discrimination, ou alors des actes de rejet, fondés sur des préjugés, de la haine ou du mépris, ou des violences, verbales, psychologiques ou physiques, qui visent une des personnes ou des institutions, on parlait tout à l'heure des mosquées, en raison de leur appartenance, et alors accrochez-vous bien, réelle ou supposée. C'est-à-dire qu'on ne vérifie même pas que la personne est musulmane. Parce qu'on suppose qu'elle est musulmane, on s'autorise à adopter des attitudes inégalitaires. Donc leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane.
Et donc cette définition, elle est très large et on voit qu'elle englobe le champ restrictif de la discrimination au sens même de la loi. Et donc le Centre pour l'égalité des chances a fait un travail de catégorisation auquel Muslim Rights Belgium adhère, qui est 3 catégories: des actes islamophobes en infraction avec la législation. Ce serait par exemple d'empêcher une dame de pouvoir travailler avec son foulard alors que son foulard n'empêche en rien la bonne exécution de son contrat, de sa tâche. Des actes islamophobes qui ne sont pas en infraction avec la législation antidiscrimination. C'est par exemple, c'est Caroline Jeunesse qui avait dit si islamophobe c'est la peur de l'islam, alors j'affirme que je suis islamophobe. On ne peut pas l'accuser, on ne peut pas dire qu'elle incite à la haine, mais c'est islamophobe au sens où elle diffuse un discours qui vise à ajouter de la crainte, de la distance par rapport aux populations musulmanes. Et des actes islamophobes qui sont hors sujet. On a le cas pour le moment à Verviers, une mosquée qui a déposé un permis d'urbanisme et la commune a été amenée à remettre un avis et elle décide de ne pas remettre un avis positif sur base d'un argument de la mobilité. On ne peut pas dire que c'est islamophobe. Si ça avait été un autre lieu qui drainait autant de personnes, l'argument aurait été exactement le même. Donc faites attention aussi de ne pas appeler islamophobie tout et n'importe quoi. C'est aussi une façon de disqualifier le mot dans le discours. On passe alors à l'enquête, et bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez l'occasion de voir ça dans le livre blanc. Donc sur une période d'1 mois, sur le territoire de la Belgique francophone, on a eu près de 600 recensements, donc des déclarations de personnes, ce qui montre pour nous à la fois l'ampleur du phénomène et la nécessité d'agir de façon spécifique. Et donc je vais directement passer aux conclusions du rapport. Le rapport montre que 2 personnes discriminées sur 3 sont des femmes. Et ça, je ne sais pas vous, mais on a en Belgique un institut qui s'appelle l'Institut Égalité Hommes-Femmes. Je pense que ce serait intéressant qu'ils puissent un moment réfléchir sur la raison pour laquelle ce sont d'abord les femmes qui sont discriminées et qui sont victimes de l'islamophobie. Et alors on va jusque 3 personnes sur 4 quand ça concerne la visibilité de la pratique vestimentaire. Ce qu'on a appelé d'un terme totalement foireux, si je peux dire comme ça, c'est les signes ostensibles, ce qui veut strictement rien dire. Donc 2 personnes discriminées sur 3 sont des jeunes, et donc ça nous interpelle aussi, parce que les jeunes, c'est quand même ceux qui sont l'avenir de la société, c'est ceux qui, en termes de perspective de construction personnelle, être victimes d'islamophobie, ça peut les impacter dans leur croissance, dans le rapport qu'ils ont avec la société. Bien évidemment, l'emploi et les médias Internet sont les secteurs où l'islamophobie se manifeste de la façon la plus importante par rapport aux autres. Et 3 personnes sur 4, et ça a vraiment été la révélation, et il y a eu un écho médiatique assez positif par rapport à ça, 3 personnes sur 4 décident de ne pas poursuivre. Ça veut dire qu'une personne est victime d'islamophobie, et elle relativise, elle ne dépose pas plainte, elle ne fait pas de signalement. Alors on se dirait, mais une personne sur 4 fait un signalement. Ben même pas. Une personne sur 4, c'est 25%. Dans les 25%, il y a 18% qui met en place une médiation d'initiative propre. C'est-à-dire que la personne est discriminée, ou elle a en face quelqu'un qui l'agresse, et elle arrive encore à trouver les ressources personnelles pour mettre en place un dialogue. Je ne sais pas vous, mais moi je dis chapeau. Parce que ça demande quand même un effort de pouvoir, malgré une situation discriminatoire, de trouver les ressources, de se dire je vais mettre à la place de l'autre, je vais essayer de lui expliquer, clarifier, engager le débat, déconstruire ses préjugés et au final peut-être négocier une solution. Donc voilà les faits marquants du rapport. Je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça dans le livre blanc. On va passer alors au cas concret. Donc ce qu'on a relevé dans les cas d'islamophobie, et ce sont des cas qui sont très larges et qui ne concernent pas uniquement ce qui relève de la discrimination au sens légal du terme. Alors on commence. Ça, vous savez ce que c'est ? Le sapin de Noël de la place de Bruxelles. Je ne sais pas vous, mais un débat dans lequel les musulmans n'avaient rien à voir, on les a invités malgré eux. J'ai pris la photo parce qu'il était vert, mais ce n'était pas voulu. Et qu'est-ce qui se passe ? La ville de Bruxelles veut innover, elle amène un sapin sponsorisé par une grande entreprise, on ne citera pas le nom,
Et il se trouve que certains disent ah mais c'est dommage, on aimait bien le sapin entre guillemets à l'ancienne, de là ça passe sur Twitter, de certains disent ben, entre guillemets nos traditions se perdent, et d'une nos traditions se perdent, on en arrive à c'est la faute aux musulmans. Et psychologiquement c'est interpellant, et ce serait bien que au niveau de la recherche académique, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on fait ce lien où au final l'islam c'est le fond de l'entonnoir. C'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quoi au-dessus, vous pouvez au final retrouver un lien avec l'islam. Et donc nourrir d'une certaine façon l'islamophobie. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que au final, ça a été un succès parce que les médias en ont parlé. Il y a des gens qui sont venus des pays étrangers voir ce sapin de Noël armature métallique, et tout le monde a gagné son pain ou sa croûte sur le dos des musulmans qui, eux, se sont retrouvés avec une publicité dont ils auraient pu se passer. Et donc là, on a un bel exemple de situation vraiment où l'islamophobie a nourri, il y a eu un emballement énorme, et voilà, l'actualité ici avec les jeunes en Syrie ou l'affaire Trullemans, parfois je me demande s'il n'y a pas une ligne du temps où dès qu'il y a quelque chose qui s'estompe, il y a autre chose qui apparaît. Mais bon, on va pas crier à la théorie du complot. On continue. Donc la ville de Mété, petite ville bien tranquille, et du jour au lendemain, il se retrouve avec des tags No Islam. Alors j'ai pas eu la possibilité d'aller rencontrer le bourgmestre, je ne sais pas pourquoi il y a eu ça, mais donc des tags très clairement où on a refusé, enfin on est sur de la dégradation de biens publics, et le bourgmestre n'a pas compris lui-même, mais donc voilà, une dégradation avec des gens qui ont tagué. Bien évidemment, les discriminations liées au marché de l'emploi ou alors aux études. Et là, on aura l'occasion d'en reparler, mais au niveau de Muslim Right Belgium, on considère que c'est une des priorités de pouvoir défendre la liberté de choix, la liberté de pratique pour des jeunes filles de plus de 18 ans. Parce que là, on en a discuté avec le Centre pour l'égalité des chances, et la règle est claire. S'il n'y a pas des motifs de sécurité ou d'hygiène, et même en matière d'hygiène, on peut trouver des arrangements, on ne peut pas interdire à une personne de pouvoir porter un foulard. Et maintenant, ça va même plus loin, c'est qu'on cherche, entre guillemets, misère à des jeunes qui portent la barbe. Et on suit actuellement un cas d'un jeune qui porte la barbe et pour qui il reçoit des pressions de ses professeurs pour la tailler ou l'enlever. Donc, mais plus de 18 ans, il n'y a pas de débat. La loi est claire, et en dessous de 18 ans, c'est sujet à débat, mais bon, commençons toujours pour les plus de 18 ans. Mais c'est vraiment une priorité pour nous, et donc si vous connaissez des cas liés à ces situations-là, n'hésitez pas à nous les signaler. Vous avez connu ou pas la situation de l'employée Emma, chez Emma. Donc elle a travaillé avec son foulard. Emma est une chaîne hollandaise. En Hollande, on peut travailler avec son foulard, ça ne pose pas de souci. Et quand elle a porté son foulard, des clients s'en sont plaints. Et suite à des plaintes de clients, ils ont demandé à leur employé d'enlever son foulard. Donc, ce qui est aussi discriminatoire. Vous imaginez demain dans une pharmacie engager une personne noire, et puis vos clients viennent et disent ah non, moi je veux pas être servi par une personne noire. Est-ce qu'on va dire à la personne vous vous mettez derrière, on ne veut pas vous voir? Donc les préjugés ou les propos racistes ou haineux de la part de clients ne sont pas des motifs recevables pour discriminer un employé. Et c'est touchy parce que ça touche la communauté, enfin la société, sur un critère qui est celui de la rentabilité. Moins de clients veut dire moins d'argent, mais donc c'est pas acceptable. La mosquée de Tournai, qui a fait l'objet d'un petit cadeau, donc un Coran calciné qu'on a déposé devant la mosquée de Tournai, on ne sait pas pourquoi. Ils ont reçu aussi une lettre de menace, je pense que c'était Nation Belge. Nation Belge, donc la mosquée de Tournai et la mosquée de Verviers ont reçu la même lettre de menace d'un groupe dont on suppose qu'ils sont proches du milieu Carolo. Donc voilà, on a fait suivre auprès de la police. Alors, situation Vlaams-Belang qui s'invite à un barbecue d'une école à Schoten, en Flandre, et qui veulent forcer les enfants à manger de la viande de porc. Donc, bien évidemment, parce qu'il y avait un barbecue halal, ils n'ont pas supporté, donc ils sont invités à la fête et ils ont voulu donner de la viande de porc aux enfants. C'est ça que je vous dis, on est vraiment dans un passage à l'acte, quoi. Un footballeur, je ne sais pas si vous connaissez, Sinat Bolat. Voilà. Qui s'est fait insulter de parasites islamistes quand ils ont été joués à Anvers, près d'Anvers. Et donc, il a eu le réflexe de déposer un signalement, parce que voilà, recevoir ça dans les oreilles alors qu'on est en train de jouer son match de foot,
c'est pas joyeux. Alors ça, ben, c'est quelqu'un qui a voulu exprimer son talent créatif sur le mur d'une mosquée ou d'une future mosquée. Donc tête de cochon, mosquée barrée avec des minarets. Je ne sais pas si la mosquée avait des minarets ou pas. Et dans le fond, on arrive à lire Islam égale danger, Mahomet est pédophile. Ouais, un truc comme ça, quoi. Donc, et tout ça sans vous parler de la cyber-haine. Parce que qu'est-ce qu'on peut trouver comme propos islamophobes sur Internet? Et là aussi, au niveau de Muslim Life Belgium, on a décidé d'en faire une priorité. Donc, de faire du monitoring des sites de journaux, des blogs de certains parlementaires, sachant que, bon, même si le parlementaire en tant que tel ne met pas des propos xénophobes, il attire souvent des commentaires qui le sont, et il est de la responsabilité de l'élu de gérer les commentaires sur sa page ou sur son blog. Alors, dans le rapport, vous trouverez une carte un peu plus complète de tous les principaux actes islamophobes qu'on a relevés, des provocations. Ici, je pense à Liège, la mosquée Mouahidine, ils ont reçu la visite d'une personne en période de Ramadan qui est venue un peu créer le boxon devant la mosquée. Et donc, ils ont appelé la police qui n'est pas arrivée directement. Donc, il fallait peut-être leur dire qu'il y avait du sang pour qu'ils s'y viennent plus vite. Et au final, ils ont rencontré avec Musulmans Progressistes le bourgmestre. Et bon, ils ont mis en place après une procédure pour que ça ne se reproduise plus. Des gens qui sont agressés, des personnes qu'on refuse de servir quand ils vont dans un restaurant ou à une terrasse d'un café. Donc voilà, ce sont des faits qu'on nous rapporte, ils ne sont pas inventés, ou très clairement, on pourrait raconter ça, on trouverait que c'est inacceptable, mais c'est la réalité aujourd'hui. On est dans une peur de l'islam ou dans une animosité vis-à-vis de l'islam ou des musulmans qui crée des situations vraiment inacceptables. Je ne l'ai pas abordé, mais l'islamophobie aujourd'hui est aussi un concept qui permet de gagner les élections. Comme ça, vous le savez. Donc, il y a des élus ou des candidats qui font campagne sur la peur de l'islam. On pensait avant que c'était juste le privilège de l'extrême droite et qui peuvent, grâce à ça, gagner des élections. Un autre exemple, c'est les certificats d'islamité. Et ça, on le pointe parce qu'en fait, la personne qui a la source de ça, c'est l'État, ce sont les communes. Donc une dame qui va se présenter avec une photo d'identité, qui porte le foulard dans la vie de tous les jours, donc elle porte le foulard sur sa carte d'identité. Contrairement à la France, c'est autorisé en Belgique. Et il y a le SPF intérieur qui a fait des visuels pour montrer ce qui est acceptable et ce qui n'était pas acceptable. Et quand elle arrive alors à la commune, l'employé communal lui demande de se fournir un papier qui atteste qu'elle est bien musulmane. D'où la personne revient vers une mosquée et demande de délivrer ce papier. Et donc la mosquée devient, malgré elle, un nouvel agent communal qui fournit des papiers qu'on donne à la commune pour prouver qu'on est bien musulman. C'est un rôle qu'il n'avait pas encore. Donc, on l'a dénoncé à Charleroi, et donc il y a eu une décision suite à ça d'y mettre fin. Mais on est vraiment dans une volonté de décourager et d'embêter les personnes pour des situations qui, au niveau légal, sont tout à fait claires. Alors, les recommandations. Voilà, ça c'est toutes les recommandations par niveau de pouvoir et par acteur de la société civile. On va en parcourir quelques-uns, mais ils sont largement définis dans notre livre blanc. Donc, établir au niveau européen une méthodologie harmonisée des collectes fiables et de catégorisation des faits islamophobes. Il faut qu'on puisse parler dans tous les pays européens de la même chose. Créer un observatoire national de l'islamophobie, notamment dans le cadre d'un plan interfédéral de lutte contre l'islamophobie. Créer un réseau local de lutte contre les discriminations au niveau communal, parce que la discrimination, bien souvent, c'est dans le terrain local qu'elle a lieu. Déconstruire au niveau académique, et donc je suis à l'université, vous pouvez prendre note de cela, déconstruire au niveau académique la théorie de l'islamisation de la société, qui est une théorie très répandue, et je vous proposerai la lecture d'un bouquin à la fin. Sensibiliser les élus et les médias au rôle qu'ils peuvent jouer dans la déconstruction des préjugés sur l'islam et les musulmans. Assurer une meilleure égalité dans le financement des cultes. On a aussi une situation à Verviers, éventuellement si ça revient dans les questions, je l'expliquerai, où on soutient clairement des pratiques qui sont inégalitaires en fonction des différents cultes. Dénoncer les discours populistes. Parfois, certains discours populistes ne peuvent pas être attaqués par la loi, mais si on s'y met tous et qu'on les dénonce, et l'affaire Trullement, c'est clairement ça, ça permet de disqualifier la banalisation de propos xénophobes.
Créer un observatoire du discours médiatique et politique, notamment pour analyser ces discours qui sont de plus en plus présents dans la société. Dénoncer les unes de magazines et les titres de journaux anxiogènes ou volontairement choquants. Normaliser la participation des citoyens musulmans. Inscrire dans les manuels scolaires la contribution des immigrations successives et la réalité de l'islam de Belgique. Renforcer les partenariats interculturels, interconvictionnels. Alors, organiser localement des campagnes d'écoute. Ça, ce serait intéressant. Parce qu'on voit souvent les musulmans comme étant, entre guillemets, des agents revendicateurs qui demandent des choses à la société. Et l'idée des campagnes d'écoute, c'est de dire non. On ne va rien demander, on va juste demander à vous rencontrer et on va vous écouter et entendre. Quand je vous parle d'islam, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous fait peur chez les musulmans? C'est clair que si on voit les musulmans à travers Sharia for Belgium, je peux comprendre que ça fasse peur. Et donc, il faut pouvoir entendre ça de la société. À côté du musulman ou de l'islam que l'on rencontre de visu, il y a, entre guillemets, l'islam médiatique, qui est un islam qui, lui, en effet, est effrayant. Même s'il y a des initiatives positives et malheureusement pas souvent mises en avant. Et alors le dernier, créer un fonds de solidarité des victimes de l'islamophobie. Pour beaucoup, la dénonciation, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, mais dès qu'on doit aller au tribunal, ça coûte de l'argent et là, on n'est pas tous égaux devant la justice, malheureusement. Et la ministre n'a pas arrangé les choses dans une actualité récente. Pour aller plus loin, voilà un peu deux ouvrages qui sont gratuits, vous pouvez les télécharger sur Internet. Donc l'islamophobie et ses conséquences pour les jeunes. Oui, ces ouvrages font partie d'une campagne qu'on a lancée sur Facebook qui s'appelle Ignorance et islamophobie commencent par la même lettre. Et le but, c'est de pouvoir promouvoir des ouvrages ou des rapports sur l'islamophobie pour justement vous amener à lire ces rapports, à vraiment développer une connaissance et voir comment développer des solutions sur la question de l'islamophobie. Donc le premier, il a été fait au niveau les deux ont été faits à un niveau européen et l'autre c'était OSCE, mais ils sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Donc ceux-ci sont aussi pas mal. Donc Vincent Gesser, il a écrit son livre en 2003. On est en 2013. Et pourtant, il reste très pertinent, sauf qu'il colle peut-être un peu trop à l'actualité du moment. Donc il n'a pas mis à jour, mais sur la rhétorique de la nouvelle islamophobie, je vous le recommande. Alors le livre sur le mythe de l'islamisation, il est excellent. C'est le livre de Raphaël Yogier. On espère pouvoir l'inviter via la plateforme pour un pluralisme actif, donc Taïouch en Belgique. Donc on tiendra à informer les gens via notre page Facebook. Et notamment, il déconstruit le thème de Eurabia. Eurabia, c'est une idéologie qui a été construite, notamment suite aux attentats du 11 septembre aux États-Unis, et qui vise à montrer qu'en fait la source du danger pour les Américains, c'est l'Europe. Parce que l'Europe est trop complaisante avec les musulmans. D'ailleurs, les auteurs des attentats du 11 septembre viennent d'Europe. Et il y a en fait une alliance objective pour des raisons X ou Y, pétrole ou autre, qui ferait demain une sorte d'Eurabia. Et donc c'est déconstruit dans le livre de Raphaël Yogier, je vous le recommande. Alors petit précis de l'islamophobie ordinaire, il est pas mal, parce qu'il permet d'inscrire l'islamophobie au quotidien dans des récits de vie. C'est par exemple une personne convertie qui va pour faire un stage dans une boucherie. Quelle idée, vous allez me dire. Et on commence à essayer de savoir pourquoi il ne mange pas de viande, les préparations, et puis au final, quand on sait qu'il est musulman, c'est pas évident pour lui. Et vous voyez sur la photo, c'est l'histoire des petits pains au chocolat, pour ceux qui connaissent un peu l'actualité du ministre Copé, qui disait moi je ne veux pas que les enfants, quand ils vont à l'école, ils se font voler leur pain au chocolat. Et alors Thomas Deltombe sur l'islam imaginaire, et lui il a fait un gros travail, il a analysé je pense sur plusieurs années les JT de TF1 et de France 2, et il a vu comment au fil du temps on a construit cet islam médiatique, cet islam cathodique à travers la télé, qui permet en fait sur toute une série de sujets, depuis des thématiques internationales jusque des choses très locales, on a construit cet islam vraiment imaginaire. D'autres rapports plus sérieux, j'ai envie de dire, dans la mesure où c'est des rapports issus d'organisations. Donc, le Centre pour l'égalité des chances, dans son rapport de 2008, a développé un chapitre sur l'islamophobie. Et ENAR, donc European Network Against Racism, dans son Shadow Report, qui est un rapport complémentaire qu'il fait chaque année, a un focus sur l'islamophobie. Et tout en haut à droite, vous avez bien évidemment notre livre blanc. Vous pouvez commencer par celui-là même, donc pour voir un peu plus loin.
Alors en conclusion, je vais terminer par un schéma qui essaye de faire la synthèse de l'enjeu dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est un schéma qui n'a pas encore fait l'objet de critiques, on pourra en rediscuter, et qui essaye de comprendre le dilemme dans lequel on va être pour les prochaines années. Donc ce schéma se présente sous forme d'un graphe. Sur l'axe des ordonnées, on a l'intensité du rejet. Donc la relation à l'autre, elle se fait d'abord par une indifférence, c'est le degré zéro du rejet, je suis indifférent à toi. Puis on va vers l'interrogation, tu m'interpelles, j'ai remis indifférence, il faut le supprimer le troisième. Le malaise, la crainte, l'éloignement, la protection, la neutralisation, la discrimination, et pire que la discrimination, c'est l'extermination. Donc il faut bien savoir qu'il existe pire que la discrimination, c'est l'extermination. Et sur l'autre axe, on met en avant les droits fondamentaux, qui sont les droits privés, l'égalité devant la loi, la propriété privée, la sécurité, la liberté de penser, les droits politiques, les droits sociaux, droit au revenu minimum, assurance maladie, et les droits culturels. Donc pas mal de revendications ou de situations de vie qui concernent les musulmans portent notamment sur ces droits culturels. Et donc qu'est-ce qu'on a sur l'axe des ordonnées, l'intensité du rejet, et sur l'axe des droits fondamentaux, les 4 droits dont je viens de vous parler. Avec chaque fois une montée en puissance, depuis la différence jusque la discrimination et l'extermination qui est quand même le stade ultime. Et à côté de ça, les droits privés, les droits civiques, les droits économiques, sociaux, les droits culturels individuels. Pour illustrer ça, on prend quelques exemples. Si on prend, d'abord, la situation idéale, puisqu'on parle de droit, ce serait de rester dans le champ, donc celui qui est en bas, entre l'appréhension, l'interrogation et la différence. Mais au final, c'est accepté après avoir clarifié les choses, puisqu'on parle quand même de droit. On se rend compte que la tendance actuelle, c'est plutôt plus on va vers des droits culturels individuels, plus on monte dans l'intensité du rejet. Et donc quelques exemples, la possibilité de pouvoir prier, par exemple, sur son lieu de travail, ça fait l'objet d'un malaise, d'une crainte, d'une appréhension. La viande halal pour les cantines, là on est plus dans une logique de neutralisation, on ne veut pas de ça et pas ici. Si vous prenez par exemple le jour de congé confessionnel, qui est aussi une demande, ça fait l'objet d'un malaise. Pourquoi est-ce qu'ils veulent changer notre calendrier? On leur a rien demandé. Les bureaux de vote, il y a eu pas longtemps une initiative de la NVA et du MR d'interdire le port de signes convictionnels pour des personnes dans les bureaux de vote, et fort heureusement les autres partis se sont opposés, notamment l'Open VLD qui sur ce coup-là nous a un peu étonnés, mais donc la proposition a été rejetée. Mais on reste quand même dans l'idée de la crainte. Vous avez vu qu'il y avait eu un tour de vis sur les processus de naturalisation, où officiellement c'est pour des raisons économiques, mais il ne faut pas se mentir, un des bassins qui fait en sorte qu'on a des nouveaux arrivants en Europe, c'est notamment ceux qui viennent du Sud, et il se trouve que dans les pays du Sud, du Maroc jusqu'à la Turquie, il y a quand même beaucoup de musulmans. Et l'extermination, c'est assez grave, mais on a atteint ça. Donc la situation de la famille Snasny à Bruxelles, où un monsieur qui habitait au rez-de-chaussée d'un bâtiment a pris sa carabine, il est monté au premier étage et il a tué les parents de Kenza Snasny. Donc on reste sur des faits individuels, anecdotiques, mais il n'empêche qu'on est clairement dans cette logique-là. Et donc voilà un peu l'illustration. Et donc ma position, ma théorie par rapport à ça, c'est de se dire, mais oui, j'ai mis une barrière en pointillé, parce que pour moi, ce qui est au-dessus de la barrière relève de la discrimination qui, au niveau de la loi, est condamnable, mais ce qui est en dessous de la barrière, ça ne relève pas d'une infraction à la loi. Mais pour nous, on doit quand même rester très attentif à ça. Nous, ce qu'on veut au niveau de Muslim Rights Belgium, bien évidemment, c'est apaiser, c'est baisser cette courbe, faire en sorte que elle puisse diminuer et qu'on puisse même aller, entre guillemets, sur l'axe des ordonnées dans le négatif qui est la sympathie. Le fait qu'on se rende compte que les communautés musulmanes contribuent à ce pays et qu'ils sont des citoyens parmi d'autres. Et donc plus on va vers des droits culturels, ce que je vous ai expliqué, et plus la situation de malaise grandit, et elle grandit pour aller vers des situations de protection qui font qu'après on discrimine et on institutionnalise la discrimination. Donc c'est pour ça notamment que par rapport à l'affaire Trullemans, on a été extrêmement prudent
en faisant un signalement au centre, ce qui était tout à fait normal, mais en demandant une médiation. Parce que ce monsieur, on n'a eu que sa version, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais donc on a demandé à pouvoir dialoguer avec lui. Pour le moment, la demande est lancée, mais on n'a pas reçu de réponse. Mais on a vu par la suite, puisqu'il y a eu une suite à cette saga, que ce n'était pas trop son intention. Mais donc le tableau final, et c'est là que s'inscrit l'action de Muslim Rights Belgium, c'est de comprendre qu'on ne combattra pas l'islamophobie uniquement par la loi. Et qu'il faut en fait, dans les degrés divers de l'intensité du rejet, développer des actions spécifiques. Quand les gens sont à un niveau d'indifférence ou d'interrogation, ce qu'on doit mettre en avant, c'est la clarification, l'explication. Expliquer. Et là, les musulmans ont une responsabilité d'expliquer leurs pratiques et d'expliquer leurs valeurs. Quand on est dans une situation d'appréhension, de malaise, de crainte, ce qu'on doit mettre en avant, c'est l'apaisement. Une personne qui a peur et qui vient vers vous, il faut d'abord rassurer la personne. Dans les situations d'animosité ou d'éloignement ou de neutralisation, là, il faut dénoncer. Mais c'est une dénonciation qui n'est pas condamnable par la loi. Elle n'en reste pas moins nécessaire parce qu'avec cet effet d'entonnoir, pour arriver à la discrimination, le monitoring de la dénonciation des choses inacceptables reste important. Et c'est pour ça que pour nous, l'islamophobie, elle commence à partir de là, de la situation de crainte, d'animosité ou ces volontés de protection. Et quand on dépasse alors la volonté d'action pour neutraliser et donc de la discrimination, là pour nous on est dans la loi où on travaillera en collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances. Et là on est vraiment dans l'action de recensement et la réparation. Mais ce qui est important dans ce graphe, c'est de comprendre que lutter contre les discriminations n'est qu'une partie de la lutte contre l'islamophobie. Le plus gros du travail, il est en amont. Il est pour des gens qui se posent des questions, il est pour des gens qui voient des choses dans l'actualité qui les interpellent. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le mot islamophobie, parce qu'il nous permet de travailler beaucoup plus largement que uniquement les faits qui tombent sous le coup de la loi. Et donc, ça c'est personnel, mais donc 4 formations à promouvoir pour construire l'empowerment, comme on dit. Le premier, c'est l'avocat et les juges. Parce que vous vous rendez bien compte que si on n'a pas des gens pour défendre le respect de la loi, ben on va être discriminé. Deuxièmement, c'est les élus, puisque pour respecter la loi, ok, mais si la loi est mal faite, il va falloir la changer. Les journalistes, parce qu'on le veuille ou non, ils participent à la construction des perceptions de l'autre. Et ça, je ne m'y attendais pas, mais au final, c'est très vrai. Les cinéastes et les professeurs, chacun à leur niveau. Les professeurs pour les écoles, les cinéastes au niveau médiatique. Et qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est que ces 4 formations-là ont un rôle clé dans le respect de la loi, la modification de la loi ou le travail sur les mentalités. Et donc pour nous, c'est prioritaire. Donc pour ceux qui pensent avoir raté leur vocation, je vous propose des pistes. C'est prioritaire de pouvoir investir ces champs-là en termes de formation, de développement des compétences et de travail en réseau. Parce qu'on n'attend pas que ce soit uniquement des musulmans qui s'investissent dans ces formations-là. Les partenariats sont nécessaires, le travail en réseau est nécessaire, et il faut pouvoir alors dénoncer toutes les discriminations, en ce compris les discriminations sur base des convictions religieuses. En conclusion, avant de donner la parole pour les questions, je ne sais pas combien de temps il me reste, c'est bon, niveau timing? Ok, 2 minutes. Donc l'islamophobie est une réalité en Belgique, j'espère vous en avoir donné un exemple, c'est pour nous l'affaire de tous. N'oublions jamais que la lutte contre les discriminations, c'est une responsabilité première de l'État et du Centre pour l'égalité des chances, qui est une émanation de l'État, mais que cette initiative reste importante dans le chef des associations, que l'urgence des partenariats, mais elle est criante, vous ne vous rendez pas compte. Ne levez pas la main, mais j'aimerais demander à chacun et chacune d'entre vous combien sont engagés dans des mouvements pluralistes en termes de lutte contre les discriminations ou de promotion du dialogue interculturel ou de construction de projets locaux. Parce que si on veut à un moment changer la perception de l'autre sur nous parce qu'on estime qu'elle est mauvaise, la meilleure façon de faire, c'est d'abord d'aller à la rencontre de l'autre. Et ce n'est pas en restant replié sur soi-même qu'on y arrivera. Et alors, notre ambition, c'est de pouvoir publier un rapport annuel sur l'islamophobie. Et donc, on a besoin de vous. On fait appel aux volontaires en fonction des compétences de chacun et chacune. Pour nous, ce qui est important, c'est de renforcer la capacité d'action et d'autonomie des communautés musulmanes de Belgique.
Nous avons une responsabilité collective des discours prononcés par des musulmans dans ce pays. Et je sais que c'est une incohérence par rapport à l'accusation de communautarisme. Mais il se trouve que quand il y a des revendications qu'on dit communautaires, ben, on les démonte en disant mais vous ne pouvez pas être communautariste. Mais quand des gens comme Sharia for Belgium tiennent un discours, mais là on se retourne vers les communautés en disant mais pourquoi vous ne condamnez pas? Donc il y a un petit paradoxe là derrière, mais bon, on est sur le même bateau et il faut en tenir compte et dénoncer, être vraiment autocritique par rapport aux excès d'où qu'ils viennent. Dénoncer les discours de fracture, penser l'intérêt général à partir de nos valeurs communes, ça je pense aussi que c'est fondamental. Et donc, que faire si je suis victime d'islamophobie? Donc, que ce soit au travail, que ce soit à la fac, que ce soit lors d'une formation, demander une copie de la réglementation, donc ça relève de votre responsabilité, demander que le refus soit notifié, motivé par écrit, avertir le supérieur de la situation discriminatoire dont vous faites l'objet, et informer Muslim Rights Belgium et le Centre pour l'égalité des chances, puisqu'on va essayer de faire un monitoring commun des situations islamophobes. Pour la 4e photo, donc là c'est l'islamophobie sur les sites internet, donc c'est faire une copie écran et prendre le lien internet avec l'heure à laquelle vous avez fait la copie écran, signaler au modérateur du site et alors nous envoyer une copie ainsi qu'au Centre pour l'égalité des chances. Voilà un exemple de signalement parmi d'autres, donc un échange sur Facebook où la personne dit mais des gens comme vous méritent d'être pendus haut et court pour trahison. Visiblement c'était une dame qui était convertie. On a des gens qui nous suivent sur notre page Facebook, donc, et celui-là, c'était le plus violent qu'on a reçu. Donc on devrait tous vous exterminer pour avoir la paix. Si j'avais un flingue, je descendrais à Scarbeck, que j'abattrais tout ce qui porte une djellaba, et cela m'amuserait beaucoup. Donc bien évidemment, on a signalé ça au centre, et ce monsieur va recevoir la visite de la police, qui est une façon de pouvoir lui faire comprendre de la gravité de ses propos, parce que d'abord ce sont des propos, puis ce sont des actes. Et donc on vous demande de nous suivre, de nous soutenir. On a une chaîne YouTube, on a un compte Facebook, et donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de Muslim Rights Belgium. Et voilà, je tiens à vous remercier pour votre